Salut à tous, salut, bienvenue dans le Salon Tactique, 11e numéro du Salon Tactique spécial Coupe du Monde de rugby. Et on a tous un peu mal à la tête, gueule de bois aujourd'hui après cette courte défaite d'un petit point contre l'Afrique du Sud, 29-28 pour les Box. Au Stade de France hier, c'est fini pour la Coupe du Monde des joueurs de Fabien Galtier. Et on va en parler longuement, il y a beaucoup de choses à dire évidemment sur le match qu'avait déjà tout prévu, tout analysé Yannick Bru, puisqu'il y a eu plein de petites batailles. On va en parler, Yannick, dans quelques instants. Salut Alex, déjà, comment ça va Alex? Pas mal de boulot aujourd'hui, journée chargée, non? Ouais, journée chargée, journée intéressante. Mais journée chargée, j'ai pas beaucoup dormi. Ça se 2 voit pas heures, du je tout, ça crois. va. Mm, Ça se voit à peine. Non, mm. c'est vrai que je fais pas trop pâle là, à peine. Mais plein de choses intéressantes et on va essayer de raconter un peu tout ça parce que comme l'a dit Fabien Galtier hier, c'est un match avec beaucoup de faits de jeu, beaucoup de tournants et beaucoup d'actions importantes, avec beaucoup de stratégie et de tactique aussi. Et donc, il y a plein de choses à raconter. On s'est dit que c'était minimum 1 heure et demie, mais Non, on non, verra. Alexandre, je suis Manager. pas sûr. Pas sûr. On verra, on en parlera. Yannick Bru, le manager de l'Union Bordeaux-Bègles, notre consultant, comment ça va Yannick? Écoute, ça va. Heureusement que Alex était là pour faire le boulot parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bizarrement, pas tellement envie de revoir le match, de retravailler dessus, comme souvent après les défaites un peu chiantes. On aime bien attendre et pas trop se projeter sur l'analyse, mais je comptais sur Alex qui a fait le job, inamovible. On va voir. Non, On va voir ce que tu en penses. c'est vraiment. C'est une journée bizarre et même tous les gens de l'UBB, tout ce que j'ai croisé, beaucoup de déceptions. On sent que le rêve est passé. Bon, il va falloir attendre 4 années de plus. C'est dommage parce qu'on avait tous envie de tirer un peu profit de ce titre de champion du monde. Et dommage aussi parce que on se rend compte que peut-être deux équipes qui méritaient ou qui auraient pu être champions du monde, en fait, sont sorties en quart de finale et on rage après ce tirage au sort. Parce que bon, être éliminé en quart, c'est dur parce que c'est le premier match éliminatoire après les matchs de poule et j'ai envie de dire tout ça pour ça. Et on sait que derrière ce fait, il y a aussi une histoire un petit peu injuste qui a fait se rencontrer les quatre meilleures équipes Mm. du moment en quart de finale. Donc c'est dur, c'est terrible, c'est un petit peu injuste, mais c'est comme ça. La seule bonne nouvelle, Yannick, c'est que tu vas récupérer des joueurs de l'UBB plutôt que prévu, entre guillemets. Ouais, non, mais c'est sûr que ça, c'est le chemin le plus court, mais on préfère Mm, toujours récupérer des joueurs heureux, mm. bien dans leur peau, bien dans leur tête. Et je peux vous dire que les joueurs aujourd'hui, pour en avoir eu certains au téléphone, ils sont mâchés mentalement, ils n'ont pas envie de parler de rugby, encore moins envie de Mm. s'entraîner. Enfin, ponctuellement, et c'est normal, leur psychologie était tournée vers un énorme projet sur lequel ils ont sacrifié pour lequel ils ont sacrifié beaucoup de choses, fait beaucoup d'efforts, et c'est normal, c'est une Coupe du Monde. Mais ouais, voilà, tout s'arrête, il faut éteindre, appuyer sur l'interrupteur aujourd'hui, faire ses valises, rentrer chez soi, alors que le rêve est encore dans leur tête. Donc, psychologiquement, ce sont des moments vraiment très très durs pour un sportif. Et avec ma petite expérience, je sais qu'il faut du temps pour faire le deuil d'une compétition comme ça et se replonger dans le quotidien du club. Monsieur, je vous propose qu'on passe aux 3 thèmes comme à chaque fois dans l'émission, parce que oui, tout est planifié à l'avance, on dirait une émission sud-africaine. Le premier thème, c'est le duel des jeux au pied offensif. Le deuxième, c'est ce qu'ont voulu faire les Français avec le ballon et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et le troisième thème, ce sera sur les box, évidemment, cette équipe malicieuse, c'est pour être poli, un terme poli, avec plein de petits combats partout, comme nous avait prédit Yannick, du début à la fin. Sur chaque mètre carré, il y avait un joueur qui devait faire quelque chose. Ils l'ont plutôt bien fait. D'abord, Yannick, tout simplement, est-ce que c'est une défaite logique pour l'équipe de France? Est-ce que l'Afrique du Sud a été meilleure, tout simplement? Non, non, c'est comme toujours, une fois que vous avez mis 1 gramme de plus dans une balance à l'ancienne, tout s'écroule de l'autre côté. C'est une expression qui colle bien avec le sport de haut niveau et 1 gramme, fait une différence, terrible au final. Un déséquilibre, cauchemardesque avec cette élimination, mais en fait, la marge, l'écart qui séparait les équipes, il est infime. Infime parce qu'on a eu les opportunités pour distancer davantage les Springboks. Infime aussi parce que
Et je sais que ça agite un petit peu les médias aujourd'hui. Il y a une controverse sur certaines décisions de l'arbitre, mais il y en a toujours quand on joue des matchs de ce niveau-là. Donc oui, la marge est infime et si le match était à rejouer, peut-être que le 15 de France l'emporterait. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les 25 dernières minutes, on a senti que dans le body language, dans l'atmosphère qui régnait au bord du terrain, sur le terrain, mais également dans les tribunes, on sentait que la confiance avait mis un maillot vert et qu'on s'accrochait aux branches. Alex, je dis pas que l'équipe de France avait mal préparé son coup, mais les Sudaf l'avaient super bien préparé, non? Ouais, on s'interrogeait sur ce banc 5-3 qui avait été préparé, parce que c'est un des éléments importants du match. Comme le dit Yannick, la fin du match tourne vraiment en faveur des Sud-Africains. Et ce banc 5-3, Yannick avait dit, je crois, ils ont mis leurs joueurs expérimentés pour bien gérer la fin de match. Et on l'a bien senti. Ils ont vraiment eu du coffre en fin de match, quoi. Une expérience, une force mentale, une forme de sérénité dans la tempête. Enfin, dans la tempête, dans ce qui aurait pu être une tempête et en fait qu'ils ont réussi à éteindre. Euh, ce qui est très étonnant, enfin, c'est qu'il y a un moment dans ce match où quand la France est à +6, il y a presque une impression que ça peut être facile. C'est très étonnant, mais l'équipe de France arrive parfois à mettre de la vitesse, à trouver des solutions. Et puis ça switch sur une action, enfin, notamment sur moi je trouve qu'il y a une action qui est assez essentielle dans ce match-là. On y reviendra après. Et puis l'ambiance de ce match change et le fait que cette équipe ait eu ce banc 5-3 et qu'elle ait fait ce coaching-là très précoce avec des rentrées dès la 43e minute a contribué à faire basculer la rencontre. Et puis moi j'étais vraiment impressionné par un truc, c'est que ce sont des champions. C'est vraiment des mecs, les Sud-Africains. Il y a une mentalité dans cette équipe qui est vraiment extraordinaire et je pense qu'il y a des joueurs français qui ont ça et, et, et d'autres moins peut-être, ou en tout cas que collectivement cette équipe de l'Afrique du Sud arrive à s'armer d'une mentalité et d'une confiance en elle qui n'a pas beaucoup d'égal. Ouais, puis vous changez un joueur, il y en a un qui est aussi bon quasiment. Ouais, puis ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont des superstars dans leur équipe. Et malgré tout, chaque personne a une petite partie du plan à exécuter. Et elle le fait pour le bien du collectif. C'est une partition. Voilà, je suis certain que Colby, il était missionné, ou Reinach, pour monter sur les transformations de Ramos. Ils avaient dû étudier que, et Colby l'a un peu dit, j'ai vu Mm. dans un article, mes années à Toulouse m'ont servi, j'avais vu que Ramos, il avait une façon de taper, il prenait du temps, où sa course d'élan était un peu lente. Et on en a parlé dans ce salon. Ce sont des gens qui étudient tout et ils avaient peut-être vu que là, il y avait une bataille à gagner, qu'il y avait peut-être une opportunité de contrer. Alors, il est parti avant, pas avant, mais Cobus Reinhardt est monté aussi pour le contrer une fois sur une autre transformation. Ça veut dire qu'il y avait un job à faire là-dessus. Et voilà, et au final, on s'incline d'un point. Et il a juste annulé une transformation de 2 points. Mm. Les points qui manquent, Si, ouais. ouais, si on parle de la différence entre les deux équipes hier, une différence et une grosse différence d'efficacité. On peut regarder un petit graphique que j'ai pu préparer grâce au stade d'Opta. C'est c'est un chiffre qui est souvent utilisé par les coachs, le nombre de points par entrée dans les 22 adverses. En haut, c'est la France. On voit que la France a marqué un essai sur un tiers de ses possessions dans les 22, dans un tiers des fois où elle est entrée dans les 22 adverses, elle a réussi à marquer, ce qui est pas mal. Hein. Ça fait 1,69 points par entrée dans les 22 adverses. Et l'Afrique du Sud, on voit que c'est très, très largement supérieur. Pour donner d'autres chiffres, Et Alex, là, ouais, sur ce point, quand on est coach, on dit que si on est autour de 2,5
Ouais. 2-5, ça commence à être très bien. Et c'est un objectif qu'on a. Enfin, chaque club a ses standards, mais il faut être à 2,5 points par entrée dans les 22 mètres adverses, c'est déjà très bien. 3,71, c'est monstrueux. C'est monstrueux, donc ils ont eu un réalisme incroyable. Ça, en chiffres réels, la France, c'est 13 entrées dans les 22 adverses. Il y a donc 3 essais, mais il y a aussi 5 turnovers et une pénalité concédée. L'Afrique du Sud, c'est 7 entrées dans les 22 mètres adverses, c'est 4 essais, 2 turnovers, 2 ballons perdus et une pénalité concédée. Là, on voit à la fois dans ce chiffre de 13, là, 13 entrées dans les 22 adverses contre 7, on voit qu'en fait, les Bleus ont eu des situations, ils en ont eu beaucoup, notamment dans les 50 premières minutes, et qu'à un moment, par des petites maladresses ou par des choix, par des mauvais choix, ou à cause de la pression défensive euh, euh, sud-africaine, ils n'ont pas réussi à convertir. Dans la préparation de l'émission, j'ai mis une question comme ça, qu'à mon avis à débattre, qu'on peut débattre, c'est est-ce que ce match-là signe en quelque sorte l'échec de la tentative de conversion des Bleus vers davantage de possession. Là aussi, on peut étayer par quelques chiffres. Les Bleus, il faudrait que je les trouve d'ailleurs, ces chiffres, les Bleus ont fait 166 passes hier. C'est le deuxième plus haut total de l'ère Galtier. Le plus haut, c'était contre l'Irlande en 2023, en 180. Et donc les 2 fois, c'est défaite. C'est 60% de possession hier, les Bleus. C'est le deuxième plus haut total de l'ère Galtier aussi, derrière un match en Écosse en 2020, qui était aussi une défaite. Les, Si on compte, ouais, juste pour les, finir un truc, les, parce que si on les compare cinq- avec novembre 2022, la France avait fait un match gagné contre l'Afrique du Sud. La France, contre cette même équipe d'Afrique du Sud, avait donc fait 72 passes et avait gagné. Depuis, on le sait, il y a des choses qui ont changé dans l'arbitrage, qui ont poussé les équipes à essayer d'avancer, d'aller vers autre chose. On reparlera les Box, ils n'ont pas forcément fait autre chose que ce qu'ils faisaient en 2019, un peu quand même, mais voilà. Mais les Français ont vraiment tenté, voilà, ils se sont lancés dans un jeu plus riche, on va dire. Et on en reparlera, mais il y a eu plein aussi de. Ça leur a posé plein de problèmes, en fait, à la fois à cause de la défense, mais de leurs propres limites dans ce jeu-là. Yannick, ouais. tu voulais ajouter quelque chose? Non, je voulais comparer bon, les 166 passes que l'on a fait, qui est le deuxième plus haut score de la mandature, de cette première mandature du staff de Fabien Galtier, à comparer avec l'Irlande face à la Nouvelle-Zélande. Tu te souviens, Alex, comme ils ont fait de passes? 322, donc 87 sur la dernière action. Euh, ouais, ouais. Donc, Oui, c'était pas excessif comme possession non plus. pas C'était excessif quand non même plus, mais c'est vrai que, plus que ce qu'ils font d'habitude. ouais, ouais. Messieurs, je vous propose qu'on passe sur vraiment le premier thème, sur le duel des jeux au pied offensifs. Clairement, on a vu que, je ne sais pas ce que vous en pensez, que bah, les Box avaient ciblé ce secteur, non? En fait, moi je trouve qu'on a vu on avait parlé dans le salon en préparation du match, quelles sont les options pour l'équipe de France. Alex avait dit il y aura des opportunités en revenant dans les fermés, ce que le 15 de France appelle côté source, pour pas trop s'exposer à la défense hyper agressive et virulente sur les côtés ouverts des Sud-Africains. On l'a vu, bien vu Alex. On avait dit aussi, vu la vitesse de montée du rideau sud-africain, il y aura des jeux au pied par-dessus, il y aura des jeux au pied dans le dos parce que leurs deux rideaux sont assez éloignés l'un de l'autre. Et on l'a vu aussi. Donc on a eu deux styles de jeu au pied différents. Français derrière le rideau, soit rasant avec des retours dans le fermé, soit par-dessus un petit peu lobé, juste derrière le rideau. Et on a vu la première action de Lumineuse qui est préparée entre Dupont et Jalibert, qui a amené aussi un essai. Et chez les Sud-Africains, on a vu aussi une utilisation du jeu au pied offensif, mais différemment. Pas pour de la récupération derrière le rideau, mais pour des jeux au pied de pression très haut sur une aile dont ils avaient analysé qu'on avait peut-être une faiblesse là dans la carapace et dans l'armure du 15 de France. Et ils l'ont préparé, ils l'ont très bien fait, on l'a vu, ça part d'une touche, ils vont jouer sur une largeur, je suis sûr qu'Alex a dû la découper. Il laisse Peter Steve Dutoit bord de touche opposé. On voit quasiment personne au milieu du terrain et sur le retour, il y a On va la Mani mettre Ibo tout de qui suite.
Pour rien, il est en train de la chercher là. Ah bon, Il est en train de la chercher. voilà. il adresse un caviar et ça débouche sur le premier essai. Donc, c'est parfaitement joué. C'est donc deux manières d'utiliser le jeu au pied offensif. Voilà, on Ah, voit. ce que décrivait Yannick là. Voilà. Et on voit très bien que les Sud-Africains sont allés sauver le ballon sur l'extérieur. Il y a 3 avants sud-africains, Etzebeth, Kishoff et Malherbe, qui sont passés à vide. Donc, c'est à vide, c'est-à-dire qu'on a joué dans leur dos pour Liboc. Et on voit qu'en fait, le milieu du terrain est déserté. Et on a 4 Sud-Africains dans le couloir des 15 mètres qui vont aller à la bataille en pression et c'est compliqué. Même si on est très à l'aise dans les airs, quand vous avez du Toit qui fait 2,02 m et 115 kg, qui est un expert du jeu aérien, plus tous les autres, c'était remarquablement bien exécuté. Et c'était une manière différente d'utiliser le jeu au pied offensif. Mais on l'a fait aussi. Je veux dire, ça n'a pas été une exclusivité sud-africaine. On a aussi marqué sur une préparation de jeu au pied offensif. Là, ce qui est regrettable sur ce coup-là, c'est la maladresse de Cameron Wauki, Ouais. qui n'est pas vraiment sous pression non plus, qui a certes du monde autour de lui, mais je sais pas, en l'air, il a peut-être l'impression qu'il y a du monde autour. Il met une seule main pour récupérer ce ballon. Il va se la ramener il met la main droite, il va se la ramener main gauche, puis il va finalement la rabattre vers son camp. Et ce sera un ballon récupéré par les Sud-Africains. Euh, j'ai trouvé, je sais plus si oui, j'ai trouvé un truc moi qui m'a frappé, c'est que ils ont vraiment essayé de taper entre les deux rideaux, c'est-à-dire haut entre les deux rideaux. Ils n'ont pas tapé trop long. Parfois même, c'était même des coups de pied qui pouvaient paraître courts. Et je me suis dit que sans doute la raison était qu'ils voulaient que ce soit les joueurs du premier rideau qui se retrouvent au duel. Ces joueurs du premier rideau, en général, c'est eux qui font la protection pour les joueurs du fond du terrain. Ils sont chargés de freiner les joueurs qui montent. Et en fait, là, ça a été plutôt à eux de partir au duel, d'être dans le duel aérien, sauf que eux, la difficulté, c'est qu'ils font ça en reculant. Et donc, ça rend la chose un peu plus compliquée, surtout face à des joueurs lancés. Là, on voit, c'est un coup de pied de Cobus Reinhardt qui est dans le carré jaune. La croix, c'est la cible finale. Cette cible, ça va être une cible que ne pourra pas atteindre un des joueurs du troisième rideau. Et donc, ça va être ici, je crois que c'est, je ne sais plus si c'est Dupont, Louis Belbarré. Olivier Bielbiarré, et Aficou et Olivon qui vont se retrouver dans cette zone-là. Et je crois que sur cette action-là, pardon, c'est l'essai de Arendse qui en plus va être bien parce que il va mettre avant que le ballon de retombe, il va mettre un petit coup d'épaule dans le dos il va pousser plutôt Olivon qui était en protection. Et Olivon du coup va rentrer un peu dans Ficou, dans le duel aérien en l'air, et Ficou va être un peu déséquilibré, personne ne va toucher la balle et c'est RNC qui va la récupérer derrière. Là, c'est un peu la même situation, c'est le même type de coup de pied, pas très profond, et c'est de Manili Box sur la croix avec Peter Step du Toit dans l'aile, Bielbiarré qui est ici, et Bielbiarré ne va pas va être un peu timide, on va dire, sur le coup. Et on voit qu'en fait, Jalibert, qui est le joueur qui couvrait, il ne pourra pas arriver en premier sur ce ballon-là. Parce que le ballon est vraiment dans un entre-deux et c'est Dutoit qui va le récupérer. C'est hyper. C'est la même situation, on le voit bien. Ouais. On le voit Et peut-être pour mieux aller sur dans celle-là. le sens, ils voulaient imposer un duel aérien, c'est certain, parce qu'ils avaient diagnostiqué qu'on avait une faiblesse là. Ils voulaient imposer un duel aérien, c'est-à-dire un gros temps de suspension du ballon et une distance surtout pas trop longue, plutôt trop courte que plus longue, puisque trop longue, ça voulait dire mettre l'équipe de France dans sa partition préférée, c'est-à-dire le kicking game avec la longueur de pied de Jalibert et de Ramos. Et donc, ils voulaient imposer du duel aérien. Et c'est pas un hasard si dans tous ces duels aériens, où il y a Etzebeth, où il y a Moster, plus des ailiers à la Ou du reconquête du Toit. ballon, ou du Toit. Voilà. Donc, Moster, Eben Etzebeth ou du Toit, ils sont toujours concernés par la récupération. Alex parlait de la zone. Moi, j'avais aussi le sentiment, dis-moi si je dis une bêtise, Yannick, qu'ils avaient un peu ciblé Louis Bielbiarré aussi. Non, je pense que ils avaient décidé de, de, de mettre du jeu au pied de reconquête avec une grosse pression dessous. Bon, Manny Libok est en droitier. Il est forcément plus à l'aise pour taper les chandelles quand le ballon vient de sa gauche
pour le mettre sur son pied droit. Donc, c'est pour ça que Louis Belbarré a eu je veux dire, le seul tort, c'est d'être ailier gauche, en fait, Mmh. et il boxe en droitier. Alors, peut-être que ça a joué. Je ne suis pas certain qu'ils aient eu une batterie de data suffisamment élevée sur Louis Belbarré. Peut-être ils avaient dit, il est plus jeune, c'est sa première Coupe du Monde, on va lui mettre une grosse pression dans les duels. Je crois qu'ils avaient vu aussi que Thomas Ramos avait pu commettre certaines erreurs dans le secteur, parce qu'il n'est pas parfait, Thomas Ramos. Il faut bien qu'il ait aussi quelques moments de faiblesse. Il a été tellement bon sur la Coupe du Monde. Mais voilà, ils avaient dit c'est une zone à exploiter. Et Yannick, je me suis posé la question, pourquoi ces chandelles en diagonale? Je me suis demandé pendant le match, parce qu'ils auraient pu taper, un peu comme l'ont fait les Français, des box kicks très directs dans le couloir, dans le même couloir que le jeu au pied. Là, ils avaient choisi de taper dans le couloir opposé. Est-ce que il y avait un problème, enfin, il y a un truc dans le replacement de l'équipe de France qui fait que dans cette zone, il y a une fragilité? Non, je pense qu'ils voulaient juste faire bouger l'équipe de France sur 2 ou 3 temps de jeu et s'assurer qu'ils plaçaient leur double maître dans ce couloir-là pour être en situation de force. S'ils avaient fait ce box kick plus classique, peut-être que Aldrit aurait eu le temps de décrocher, qu'il y aurait une escorte de qualité. Oui, Là, c'est-à-dire c'est que tu évites la densité, en fait. Quand tu vas à l'opposé, tu évites la densité oui, défensive parce adverse. que Ouais. logiquement, tes joueurs grands et habiles sur les jeux au pied, bon, ben, ils prennent le milieu du terrain. C'est en général là que le 5 de devant se concentre entre les 15 et les 15 pour attaquer ou pour défendre. Donc, ils vont jouer sur l'extérieur, ils font bouger ton paquet d'avant. Donc, ils isolent un petit peu l'ailier grand côté et ils ont exposé ce côté-là. Donc, ça a été bien exécuté, bien réfléchi, notamment sur la phase de l'essai où ils font large, large, et c'était ta première capture d'écran. Sur le jeu au pied de l'équipe de France, on en parlait hier, ils ont pas mal joué au pied, beaucoup plutôt en première période, moins en seconde. C'était voulu ça, vous pensez, ou ils sont un peu décrochés? Moi, je me suis interrogé, je me suis demandé pourquoi ils avaient un peu, notamment Antoine Dupont, pourquoi il avait Ouais. arrêté d'utiliser cette arme-là. Il avait été vraiment excellent avec son jeu au pied offensif en première période. Je me suis dit que peut-être le fait qu'ils aient joué à 15 contre 14 dans les 10 premières minutes les a incités à porter le ballon en se disant qu'ils avaient trouvé des espaces. Bon, c'est dommage. Ils sont quand même revenus en toute fin de match. Il y a un moment où j'étais à Fred Bernès, mais ça serait bien qu'ils reviennent un peu au jeu au pied. Et là, c'est le moment où Ramos tape par-dessus Ouais. pour Jalibert. C'est un moment qui aurait pu être clé dans le match. On l'a peut-être moins vu. Ce qu'on avait bien vu, on peut montrer peut-être l'exemple de ce qu'on avait bien vu en première période côté français. Euh, c'est donc ce type de petit jeu au pied. Ça, c'est l'action, je crois que c'est la première du match, hein. Ouais. La première offensive du match, ils sont dans leur camp, une petite prise du milieu du terrain, sans beaucoup de vitesse. Dupont qui donne l'impression qu'il va ralentir le jeu comme pour faire un box kick. Et puis il fait un tout petit par-dessus avec Jalibert qui arrive lancé. Il est très bon sur ces trucs-là avec sa vitesse et son habileté aussi pour récupérer les ballons derrière en pleine course. Et ça va faire occasion d'essai. Un autre exemple de ce type de coup de pied-là, ça c'est dans le couloir opposé, avec Danti et Bielbiaré qui vont monter. Il va être vraiment très bien donné ce coup de pied. La seule problématique de ce petit coup de pied, et ça nous amènera ensuite, on pourra comparer avec ce que font ce qu'ont fait les box dans l'effort collectif, on va dire. C'est que vous voyez, là, j'ai entouré en bleu 4 joueurs, Penaud, Jelonche, Flamand et Ficou. Bon, alors Ficou est en retrait, donc c'est peut-être un peu excessif de ma part de l'avoir souligné. Et on va voir qu'au moment de la retombée à la récupération du ballon, ici par, je crois que c'est Reynac, et ben, il y a Flamand qui est monté, il y a Danti qui est monté, il y a Bielbiaré qui est monté, mais à l'intérieur, ici, dans la zone centrale du terrain, il y a, à part Jelonche et Flamand, il y a personne qui est monté. Et du coup, ça va donner du temps, la possibilité à Sud-Africains d'avancer dans cette zone-là et de se dégager assez tranquillement. C'est dommage parce que s'il y avait une montée collective, ça se transformait vraiment
en jeu au pied de pression totale, quoi. Et là, ça aurait été une occasion de contrer les box et de récupérer le ballon dans un deuxième temps avec de la pression au plaquage. Voilà. Et un autre, alors ça c'est un exemple que j'ai identifié en deuxième période, qui aurait pu être un coup de pied offensif, alors un autre type de coup de pied offensif, de diagonale, qu'avait déjà utilisé Dupont. Mais là, après un premier temps de jeu, il y a une mêlée, un énorme départ d'Aldrit, puisqu'on voit qu'il a avancé de quasiment 10 mètres. Et la défense sud-africaine, elle est resserrée, il y a 20-25 mètres ici, là, à l'extérieur de la défense sud-africaine, du dernier défenseur sud-africain, là où il y a les traits jaunes assurés. Et Dupont ne va pas jouer dans cette zone-là, alors que il y a une possibilité quand même avec Penaud. Il va donner la balle à Jalibert qui va monter une chandelle. Ce ne sera pas non plus raté, parce que la ballon va être récupérée, mais ça aurait peut-être été plus direct et plus offensif. Ça aurait créé un déséquilibre plus fort d'aller directement au pied, là. Voilà, ça fait partie des petits exemples où je me suis dit, tiens, peut-être que là, c'est une occasion envolée potentiellement. Voilà. Yannick, est-ce que toi, tu t'es dit qu'effectivement, ils auraient dû ne pas lâcher? Ouais, mais je pense comme toi, à la mi-temps, on est toujours devant au score et les Springboks ont ce carton jaune. J'ai eu la sensation, comme toi, qu'on pouvait vraiment tuer le match en début de deuxième mi-temps. On a eu pas mal de franchissements et je pense que ça a incité inconsciemment l'équipe de France à forcément gagner un score de moins. Ben, ça monte de manière un peu moins agressive. On a vu des gains de ligne d'avantage importants du 15 de France en début de deuxième mi-temps. Plusieurs actions, tu l'as souligné, avec des entrées dans les 22 mètres Springbok. Donc il y avait vraiment des opportunités de jouer à la main et pour avoir échangé avec quelques joueurs, effectivement, ils ont eu la sensation qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait de réelles possibilités dans le jeu. Et c'est peut-être ce qui a fait sortir les Français de ce plan de kicking game. Attention, il y a Fabien Galtier qui arrive chez toi, Yannick, ou chez toi, Alex. Je sais pas. Ça, il est en train d'arriver là. Il a un peu plus de temps, donc On veut bien qu'il vienne s'asseoir avec nous. On lui s'il veut réserve venir, un il n'y a aucun quatrième écran. problème. Oui, pas de problème, il peut venir. Est-ce que vous voulez qu'on passe au deuxième thème? Vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon pour vous? Eh ben, passons au deuxième. Avançons. Bravo, Non, Alexandre, mais qui s'est tu. juste peut-être un truc, parce qu'on l'a pas Ah, abordé dans la voilà, première partie. évidemment. Ça fait pas partie de la stratégie du jeu au pied, mais parce que c'est pas du jeu au pied offensif. Mais je sais qu'Yannick on en a un tout petit peu échangé par texto hier. Il y a des jeux au pied que les box n'ont pas pris. C'est notamment ceux sur les pénalités proches de la ligne française. Ils ont une pénalité à un moment qu'ils choisissent de ne pas prendre face au poteau. Et ils sont à -6 et ils jouent, ils marquent, ça fait +7. Plus 7 dans le score pour eux et +1 par rapport aux Français. Et les Français ont à la 73e minute une pénalité. Ils sont à -4 à ce moment-là. Ils ont une pénalité qui est en face quasiment en face des poteaux. Et celle-là, ils choisissent de la taper pour revenir à -3. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, ils ne reviennent plus dans les 22 Sud-Africains au cours des 10 dernières minutes, 7 dernières minutes. Dupont a dit en conférence de presse qu'ils avaient réfléchi. Ils s'étaient dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en touche? Ou est-ce qu'on joue ce ballon? Ou est-ce qu'on le tape? Ils ont choisi de le taper parce qu'ils ont estimé qu'il restait assez de temps pour revenir dans les 22. Il a même dit, on savait qu'on pouvait revenir dans les 22. Et en fait, ils n'y sont pas revenus. Et peut-être qu'à ce moment-là se joue peut-être une part importante du match. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient marqué s'ils étaient allés en touche. Mais voilà. Moi, bon, déjà, dans ces scénarios-là, c'est toujours facile d'avoir un avis quand on connaît la fin de l'histoire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en direct au stade, parce que les Sud-Africains n'ont pas, ils n'ont pas fait qu'une fois. Une, mais deux opportunités. Ils sont menés de 6 points. Une première fois, ils ont une pénalité. On doit être à la 62e ou 63e. Il y a pénalité. Ils choisissent d'aller en touche. Elle est sur les 15 mètres. Elle est tout à fait dans les corps du buteur. Il reste quand même 14 minutes à jouer ou 15. Ils choisissent d'aller en touche. Il y a une mésentente sur l'annonce et Charles Olivon récupère le ballon. Première munition perdue. Là, j'ai dit c'est un tournant du match. Quelques instants plus tard, on est à la 65e. Ils ont à nouveau une pénalité en face les poteaux à 7-8 mètres de la ligne de but française. Et sans hésiter, ils choisissent de la jouer à la main avec une combinaison préparée. Donc là, à ce moment-là, les Sud-Africains ont clairement affirmé qu'ils avaient un plan et qu'ils voulaient battre l'équipe de France. Ils ne voulaient pas juste lui mettre la pression en restant collé au score. Ils voulaient la battre
en engageant des épreuves de force dans les 20 dernières minutes. La lecture, moi, du choix français, c'est déjà, on sent qu'on a une équipe de France qui commence à subir, à mêler fermé, qui commence à avoir du mal aussi dans la défense des molles. Et là, il y a cette pénalité. À ce moment-là, on est mené de 4 points. On doit être à la 73e, je crois. Alex, toi le spécialiste, me Je crois sera que c'est plus ça, ouais. 73e, on est mené de 4 points. Bon, évidemment, il y a une pénalité face au bar. Mais là, notre équipe de France, à d'autres moments du mandat, elle est allée chercher la victoire et on a tous loué le caractère, le leadership. Et là, j'ai eu l'impression qu'on rentrait la tête au milieu des épaules, qu'on disait, bon, on va essayer de revenir à un point, on va prier. Le problème, c'est que moi, c'est ma lecture, quand ils ont choisi de prendre la pénalité, et honnêtement, j'ai dit, ils vont revenir à un point. Mais après, il y a une sortie de camp à négocier. Et nous, ici, dans ce salon, on sait ce que c'est que réussir une sortie de camp contre les Springboks. C'est-à-dire une bataille en l'air, une bataille au sol, une bataille encore sur le jeu au pied du neuf. Et il y a des risques de crash quand même là-dedans. Et avant de retrouver une possession dans les 22 mètres adverses, en 4 minutes qui restent, franchement, il faut quand même prier. Donc, moi, j'ai trouvé qu'à ce moment-là, le 15 de France avait la possibilité de contrôler son destin. Et ils ont choisi de limiter la casse et de prier. Et je pense que c'est une erreur. Et c'est beaucoup plus facile à faire ici, parce que, mais on sentait déjà que le coaching ne jouait pas en notre faveur, qu'on commençait à rentrer la tête dans les épaules et à subir beaucoup de collisions. Moi, j'ai Pour trouvé que... accompagner ce que tu dis, Yannick, ouais. Vas-y. Ouais, tu disais que les Box, ils ont fait des choix clairs et rapides quand ils ont eu ces pénalités potentiellement tentables. Première fois, ils sont allés en touche, deuxième fois, ils l'ont joué et ils n'ont pas tergiversé, ils n'ont pas mis 100 ans à prendre cette décision-là. J'ai revu le match juste avec le son de l'arbitre. J'ai passé la nuit là-dessus pour comprendre ce qui s'était joué avec l'arbitre. On pourra revenir un tout petit peu là-dessus à un moment. Il y a eu un désaccord au fil du match entre Ben O'Keefe et les joueurs français, notamment Antoine Dupont. Mais du coup, j'ai regardé le match juste en écoutant l'arbitre. Et au moment où l'arbitre accorde cette pénalité, donc moi, je savais à ce moment-là que Antoine Dupont avait dit on en a discuté, on a réfléchi. Et donc, je m'attendais à voir Dupont et d'autres joueurs au moins en discuter. Et puis, trancher. Et en fait, je pense qu'il y a peut-être 15 secondes où O'Keefe, il est à l'endroit de la pénalité et il n'y a personne qui vient le voir. Et Antoine Dupont, il est tout seul. Il marche, on le voit un peu, et il prend pas, il n'y a pas de décision qui est prise en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un espèce de, comme dit Yannick, c'est à ce moment-là on prend pas le destin en main quoi. C'est-à-dire, on est dans une forme d'attente, ça échange pas, on va pas voir l'arbitre pour lui dire tout de suite, bah, monsieur l'arbitre, on fait ça. Voilà, je me suis dit tiens c'est marrant comme parce que dans la manière de prendre le choix en fait, on comprend que ce que dit Yannick, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas pris Après, leur destin en main. Alex, rien ne dit qu'en allant en touche, on aurait gagné ce match. Ah non, c'est sûr. C'est certain. Mais en tout cas, à ce moment-là, on n'a pas senti la détermination. Hmm. Moi, dans les 20 dernières minutes, à partir du moment où il faut sortir Colissi, très rapidement après, après la sortie de Deon Foury, rentre pour Sia Colissi. Il rentre troisième Ignel, donc il faut rentrer Quagga Smith, Deon Foury. Bon, clairement, ils envoient un signal. On va attaquer tous les rucks. Deon Foury est le meilleur gratteur de l'URC l'année dernière. Deon Foury joue troisième Ignel aux Sharks. Je l'ai affronté aux Stormers, pardon. Je l'ai affronté avec les Sharks. C'est le meilleur gratteur de l'URC. Avec voilà, il se partage le poste avec un troisième ligne de Cardiff. Il est énorme dans la zone de ruck. Quagga Smith, c'est un ancien star du 7. C'est un monstre sur la zone de récupération du ballon. Donc, clairement, il faut rentrer des joueurs pour attaquer tous les rucks, pour harceler l'équipe de France dans les 20 dernières minutes. Sur la touche qui suit, ils arrivent en courant dans la touche. Personne n'a le temps de sauter. Ils annoncent rien du tout. Ils jouent avec une vitesse. Et là, j'ai dit, oula, ils ont choisi de dynamiser le match à fond, de couper l'oxygène au 15 de France dans les 20 dernières minutes.
Et je pense que c'était leur plan. Et évidemment que je ne l'ai pas vu, leur plan. Je pense que c'était leur plan. Et on en a parlé ici du plan qu'ils avaient, respecté le plan. Ils ont foncé tête baissée et ils ont dit s'il y a des pénalités proches des lignes, on engage l'épreuve de force. On laisse pas de répit à l'équipe de France. Et ils ont appliqué le plan. Alors, ils auraient pu perdre. Hein, on l'a vu, ça s'est joué à rien. Mais on a senti la détermination sur les 20 dernières minutes sud-africaines. Et on ne l'a pas senti au niveau de 15 de France. Et d'ailleurs, on ne l'a pas senti dans le public aussi, puisque il y avait quand même Ouais. le de s'installer dans les tribunes. Messieurs, on va passer sur ce qu'ont fait les Français. Toujours le petit sourire C'est une d'Alex parce qu'il aparté, est en train de juste, se hein, dire Jeff, hein. c'est pas de problème, les apartés, j'aime bien, c'était intéressant. Donc, je n'ai pas 10 de minutes problème. d'aparté, ça me semble bien. Oui, oui, ouais, c'est pas de problème, messieurs. Je sais que ça peut durer bien plus. Sur ce qu'ont fait les Français avec le ballon en main, ça a été un peu plus compliqué en deuxième mi-temps. On va évoquer notamment les touches. Ça fera plaisir à Karim Ghezal. Qui a eu. En plus, c'est marrant, pendant les touches, il y a un moment où il y avait Danty et Penaud, non? Je crois qu'il y a un Ah ben lance. voilà, on Voilà. va la passer tout de suite, on va la montrer. Ah Elle est bah, je savais pas intéressante que cette tu vois, touche, et surtout je savais même pas qu'elle que tu. elle fait, on a l'impression qu'on a répété, alors que Bah non, même pas, pour une pas fois du du tout. tout. Ça, c'est la première touche du match, 2 minutes 54 de jeu. Et effectivement, l'alignement est costaud, là. On dirait un mille pattes. Ouais. Yannick, quelle est l'idée? On voit Non, mais Danty devant, je, Penaud au je fond. trouve qu'on avait parlé du 4-3 sud-africain sur les touches complètes. Donc là, on voit bien le 4, c'est-à-dire Kitchoff, lifter, avec deux sauteurs, Pieter-Steph du Toit et Ben Etzebeth, et derrière Malherbe lifter. Et on avait évoqué dans ce salon la possibilité, avec ce 4 joueurs, de venir sauter ou devant avec Pieter-Steph du Toit ou au milieu. Et en tout cas, il donne l'impression qu'ils vont sauter milieu et fond et qu'ils vont laisser le devant, puisqu'on a le bloc fort au fond avec Malherbe, Colissi en lifter arrière et devant lui, Dwayne Vermeulen. Donc, ils ont vraiment leur 4-3. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'équipe de France, et là, il nous l'avait dit, on a caché les lancements, leur pose une question. Et là, il y a le doute qui s'installe dans la tête sud-africaine. Je me dis, mais attends, pourquoi il y a l'ailier au fond et il y a Danty devant? Donc là, Bennett est en train de se dire, je ne peux pas complètement lâcher le devant parce qu'il va se passer quelque chose dans l'animation. Donc je trouve que c'est très bien joué de la part des joueurs et de Karim Ghezal. Il provoque un petit peu le doute, et alors que les Sud-Africains avaient l'habitude de jouer au poker et de contrôler le tirage des cartes, là, c'est eux qui se disent qu'est-ce qui se passe. Du coup, on a Cameron Wauki qui va venir prendre le ballon juste devant Eben Sebe, et surtout à la tombée, le maul va s'enclencher très vite avec Penaud et Danty, dont on pourrait penser. J'ai pas gardé Ouais, le mais truc. Mais en fait, Penaud et Danty, on aurait pu penser qu'ils allaient faire une animation autour, puisque c'est les trois quarts. Non, ils sont venus se jeter dans le maul, et en 2 secondes, le maul, il a gagné 7-8 mètres. Mm. Ça a été une attaque éclair, et les Springboks se sont fait rouler dessus 2 fois dans le match, avec cette combinaison-là, avec des mauls hyper dynamiques créés avec l'apport de Danty et de Penaud. Je dis bien joué, vraiment là-dessus. Et bien joué aussi sur ce troisième maul qui a non pas été réalisé sur la touche, parce que c'était un des points forts des Sud-Africains de contrer les mauls, mais au deuxième temps de dans le jeu jeu avec une, courant. avec une prise du milieu du terrain et un retour sur Antonio où il y a un maul qui a été créé dans le jeu courant. Donc vraiment, Comme les box en finale en 2019. exactement. Donc j'ai trouvé que là, l'équipe de France avait fait preuve d'inventivité, d'innovation et aussi d'efficacité. En tout cas, sur toute cette partie lancement autour de la touche. Et la touche française a d'ailleurs bien dominé la touche sud-africaine, ce qui était une surprise, une vraie surprise. Mm. On voit que cette action, elle se finit comme ça, par un essai avec Damien Penaud qui va très bien jouer un 2 contre 1 face à Cyril Bay. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait un peu en introduction, c'est-à-dire que les Français ont trouvé des solutions dans les fermés ou dans les reversements, dans les retours sources. Ça mille noms, cette histoire. Mais en tout cas, ils ont trouvé des espaces là. On va voir un autre exemple
Ici, c'est l'exemple qui va sans doute faire encore enrager des supporters français Mmh. longtemps. C'est le 4, il y en a un 4 contre 2, hein, Penaud en premier receveur, Aldrit, Aldrit, Ramos, ouais. Ficou, et Ah, en et Alex, face, ouais, pardon de te couper, mais encore une fois, c'est facile parce que nous, on est en train de débriefer, alors que là, l'action a été longue, et il faut prendre une décision en un quart de seconde. Mais ce qu'on répète toujours aux joueurs, c'est dans la zone de marque, passe courte, avantage attaque, ouais, passe longue, avantage Mmh. défense. ouais. Et là, bon, si le premier receveur donne tout simplement à Grégory Aldrit, il va marquer. Mais on tombe dans le panneau de vouloir tenter une passe longue. Et moi, pour le coup, oui, et Benet Sebé touche le ballon, mais je suis presque sûr qu'il le rabat en arrière. Je ne pense pas qu'il le rabat vers l'avant. Ah, Et c'est pas volontaire. non, c'est volontaire. Volontaire, si. Oui, C'est si, volontaire. volontaire, mais pas vers l'avant, quoi. Mais rien Ouais. n'interdit, Ouais, avec la main qui vient vers son camp, ouais, de rabattre un ballon. Ce qui est interdit, c'est un en avant volontaire. Sur volontaire, cette ouais. action, le fait de toucher le ballon n'est pas répréhensible. Ce qui Mmh. est répréhensible, c'est de faire un acte d'anti-jeu en faisant un avant Mmh. volontaire. Ouais. Mais en me repassant l'orientation de la paume de main des Benet Sebé Mmh. et en regardant par rapport à une davantage, honnêtement, c'est difficile de dire est-ce qu'il le rabat vers l'arrière ou vers l'avant. Pour moi, la question, c'est ça. Voilà. Et on Mais peut bon, juste dire que Ben O'Keefe est très, très bien placé. Et puisque je l'ai écouté cette nuit, il a son assistant qui lui dit, au moment où Elzebeth fait tomber le ballon, son assistant lui dit, c'est délibéré, c'est volontaire. Et lui, oui, donc pour l'assistant, il ne voit que ça, en fait, il ne juge que ça. Mais Ben O'Keefe dit, non, non, mais il n'y a pas en avant. Il rabat, il le dit tout de suite, il le crie l'instant, quoi. Il le crie, il y a pas, il l'a rabattu vers son camp, il n'y a pas en avant. Donc il a pris sa décision vite et regardez comme il est placé, il est ici, c'est le maillot blanc. Là, il n'a pas la tête tournée encore vers le ballon de Penaud, il regarde encore le ruck, mais vers Damien Penaud, je veux dire, il regarde encore le ruck, mais il va tourner la tête et il est très bien placé. Bon, après, on peut débattre 1000 ans, mais en tout cas, lui, il est bien placé et il prend sa décision très très vite. Et en tout cas, c'est une situation pareille où on allait dans le fermé ou dans le retour, où on a pu se trouver face à moins de défenseurs. Et alors là, c'est pas trop le cas parce qu'ils vont rusher, mais on a réussi aussi à se retrouver face à des défenseurs qui. Enfin, l'idée de retourner dans le fermé, c'est aussi qu'on tombe sur une défense qui a plus de difficultés à rusher parce qu'elle est peut-être moins nombreuse, parce qu'elle n'est pas forcément encore en place, parce qu'elle est plus constituée de joueurs de devant. Encore un exemple. Alors là, c'est pas vraiment un coup de. C'est pas vraiment une pure inversion parce qu'il y a quand même c'est une pénalité. C'est la pénalité vite jouée par Antoine Dupont, mais quand même, le jeu partait au moment de la pénalité, le jeu partait vers la gauche. Et Antoine Dupont très vite prend la décision de renverser vers Movaka. Et on voit que le couloir est quasiment totalement libre. Il y a un joueur qu'on ne voit pas dans le coin. Je ne sais plus, je crois que c'est Arensé. Et là, avec la puissance de Movaka, il va évidemment pouvoir y aller sa puissance, sa vitesse et sa dextérité. Et ça, c'est un dernier exemple, un petit côté joué par Antoine Dupont. Il va donner à Damien Penaud qui va taper à suivre. Il va y avoir une grosse situation de contest au sol, enfin de bagarre au sol dans un ruck quasiment sur la ligne d'en but euh, africaine. Les Sud-Africains vont réussir à s'en sortir. On verra tout à l'heure comment, parce qu'il y a notamment un comportement dans cette action qui rappellera ce que Yannick disait sur les petits combats des joueurs sud-africains. Alors, là, après, je vais couper sur cette partie-là des renversements et des solutions que les Français ont trouvées. Donc, on a dit le jeu au pied, les renversements, les mauls, mais il y a aussi eu dans ce match-là beaucoup de problèmes pour la défense, pour l'attaque française. Elle a fait tomber des ballons, elle a perdu des ballons, elle a perdu des occasions parce qu'elle a mal négocié certains coups. Soit parce qu'elle n'a pas forcément des profils de passeurs, on en a beaucoup parlé ici, soit parce qu'elle n'a pas forcément l'organisation ou l'habitude de certaines situations, notamment les situations longues. La première situation du match, tu me dis Yannick si tu veux intervenir. dans la zone de ruck a aussi été un souci. Ouais. C'est une zone On va y revenir à la fin. que les Sud-Africains avaient vraiment ciblée.
Mmh. Ils ont été pénalisés, lourdement parce que, enfin, au début, Kitchoff est pénalisé au moins 2 fois, 3 fois même, je crois, sur la zone de rec. Et sur les 3 fois, il y en a une fois que j'ai trouvé très sévère parce que il me semblait qu'il avait relâché clairement et tiré le ballon vers lui. Donc, mais ils ont été sanctionnés quand même sur la zone du sol, les Sud-Africains. Ils ont concédé les pénalités là. Mais en fin de match, et je sais que ça fait polémique et à juste raison, parce que euh, sur au moins une action, on a l'impression, pour moi, il y a un appui au sol clair et évident. C'est la pénalité de Pollard au milieu Quagga du terrain, Smith, ouais, ouais. sur le contest de Quagga Smith. Là, pour moi, voilà, il y a clairement un observable qui aurait dû être retenu par Ben O'Keefe, mais bon, sur cette zone aussi, voilà, moi je rentre pas dans ce débat-là parce que je pense que Ben O'Keefe je pense, est un très bon arbitre. C'est quelqu'un de brillant qui est médecin ou chirurgien dans le civil, qui a, qui est dans le très haut panel des arbitres internationaux. Donc, voilà, est humaine et en tout cas sur le grattage de Quagga Smith, oui, je pense qu'il y a une faute. Il en a fait d'autres aussi dans le match. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut pas mettre en doute son intégrité et son professionnalisme. Et Alex, la tu veux Suède. dire Sur autre chose? le cas, ouais, sur le cas de Quagga Smith, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que les joueurs français râlent, mais c'est pas contre le grattage qu'ils râlent, c'est contre ce qui se passe juste avant. C'est-à-dire qu'Antoine Dupont se fait prendre, à un moment, il tente un travers, il se fait prendre par Dion Foury, et Dion Foury tape le ballon avec la main. Et Dupont réclame très vite un en avant. Ben O'Keefe en courant, Ben O'Keefe demande à son assistant, à ses assistants, est-ce que vous avez vu quelque chose? Personne ne lui répond. L'action continue, les Français se retrouvent sous pression et effectivement, Quagga Smith gratte le ballon. Et à ce moment-là, les joueurs ne râlent pas là-dessus. Ils lui disent tous à Ben O'Keefe, mais il y a un avant. Même Ramos vient voir et dit en anglais, dans un anglais basique de match, Ramos, il ouais. dit knock on the tackle on Toto. Il a dit Ah, ça se comprend, à hein. Ben O'Keefe. Ça va. Et on comprend tout ça. Il faut savoir qui est Toto. Mmh. Mais Mmh. Mmh. Mais voilà. Mais puisqu'on est dans la partie jeu au sol, euh, j'ai gardé une capture comme ça, d'un moment où Antoine Dupont râle, on est en deuxième mi-temps. Et donc là, au sol, il y a Damien de Allende pardon, qui est en train de se sortir de la zone, mais il met un peu de temps à en sortir. Il sort par le camp français, il gêne un peu la sortie. Et on voit la main d'Antoine Dupont qui indique, qui indique à l'arbitre qu'Alien dégène, Et dans la foulée, il va y avoir notamment un premier dialogue. Donc, attention, les Pixar, tenez-vous Oh, bien. oh là là. C'est en Putain, mec. bleu, Ah, c'est Antoine Dupont qui parle. Il lui dit il y a toujours un plaqueur qui traîne dans notre camp. Et Ben O'Keefe dit je ne vois pas ça. Et il dit à chaque fois, et il dit, je continue de regarder Antoine. Peu de temps après, nouveau dialogue entre les deux. Une action où, voilà, où effectivement le ballon a mis un peu de temps à sortir de quelques rucks. Et donc, Dupont se rapproche de Ben O'Keefe et lui dit, d'abord en anglais, il lui dit Ben the tackler, donc le plaqueur. Et puis ensuite en français, il lui dit il bouge, mais c'est long, on ne peut pas jouer des ballons rapides. Et Ben O'Keefe lui répond j'ai pensé que c'était bon, mais je comprends ce que tu veux dire. Et là en anglais, Dupont lui dit I want to play a quick ball. Et Ben O'Keefe lui dit je regarde. Et on a senti qu'il y avait une vraie crispation des joueurs français et notamment d'Antoine Dupont autour des zones de ruck et de l'attitude des joueurs, des joueurs sud-africains autour des zones de ruck, mais surtout, je pense, de ce qu'eux estiment être une forme de permissivité. C'est-à-dire que pour eux, Ben O'Keefe laissait trop souvent, ne sifflait pas ou laissait les Sud-Africains sortir ou prendre le temps de sortir et les avertissait, mais sans siffler. Est-ce que, voilà, est-ce que encore une fois, je pense pas qu'on est là pour. On n'a pas trop envie de dire il avait raison, il avait tort. Mais sur l'aspect analyse, est-ce que tu as trouvé que Ben O'Keefe, effectivement, il avait un arbitrage où sur le jeu au sol, il laisse faire un peu quelques trucs, quoi, quelques trucs, et notamment à la défense, dans la sortie de la zone du plaqueur. Et est-ce que tu trouves des deux côtés d'ailleurs hein? Le,
C'est difficile parce que sur la zone de ruck, si on analyse tous les rucks du match, on verra qu'il peut y avoir débat à chaque ruck. L'équipe de France a été pendant longtemps aussi une nation qui attaquait beaucoup les rucks, qui était souvent à la limite de la faute. Et le but des grandes nations, c'est de surtout pas dire à l'arbitre, on est blanc ou on est noir. Ça, c'est ce que font les mauvais joueurs. C'est-à-dire que c'est facile à prendre une décision. Les très bonnes nations et les très bons joueurs qui connaissent la règle par cœur veulent amener l'arbitre dans une zone grise. Et ils veulent amener l'arbitre à se dire, il y a faute ou il n'y a pas faute. Et je pense que les Sud-Africains ont amené l'arbitre dans une zone grise. Et dans l'intensité du match, c'est compliqué pour un arbitre de prendre 100% de décisions justes quand à chaque fois, les joueurs t'amènent dans la zone grise. Et donc, je pense que c'est ce qui s'est passé. Je pense aussi qu'Antoine Dupont, qui est... bon, mais c'est notre Mbappé, c'est un joueur que tout le monde adore, de 7 à 77 ans. On l'a jamais vu s'énerver comme ça sur un terrain. On l'a jamais vu s'énerver comme ça d'ailleurs non plus en conférence de presse. En conf de presse, ce que j'allais dire, c'est jamais arrivé, ouais. Voilà. Mais mettez-vous à la place d'Antoine Dupont. Il a fait 3 allers-retours chez le chirurgien ces 10 derniers jours. Je vais jouer, je vais pas jouer. La pression inhérente à un rôle de capitaine du 15 de France sur un quart de finale de Coupe du Monde avec un cas personnel à gérer qui mobilise beaucoup d'énergie. Et Antoine Dupont, il a pas 34 ans, hein. Donc, je pense que, ouais, je pense que dans quelques temps, Antoine se rendra compte de l'exploit qu'il a réalisé, de mener l'équipe de France, capitaine, titulaire, sortir un très très bon match, alors qu'il a eu son cas personnel problématique à gérer, avec beaucoup d'incertitudes pendant 10 jours. À ce niveau de perf, la psychologie joue énormément. Et moi, ce qu'a fait Antoine Dupont sur ces 10 derniers jours, c'est surhumain. Et la prestation qu'il a livrée, donc voilà, je pense qu'il s'est un peu agacé à des moments, peut-être aussi, parce qu'il manquait un peu d'énergie. Messieurs, on passe au troisième thème, Ouais. Alex, non? Tu as un petit truc à nous montrer encore? Ouais, je voulais juste montrer un peu ce que la France n'a pas réussi à exploiter ou à rater, parce qu'il y a des petits trucs, en fait, on a beaucoup parlé de l'histoire de possession, dépossession, mais on a vu que les Français avaient essayé de prendre un virage et on savait que dans ce virage-là, elle pouvait rencontrer des problèmes. Euh, et on a vu quelques-uns de ces problèmes hier. Alors, tout n'est pas lié. Parfois, c'est juste des choix des choses mal exécutées. Mais ça, c'est un moment où Grégory Aldrit, dans un début de match, Grégory Aldrit est repoussé sur la ligne d'avantage. Il est là. Et on voit, j'ai entouré Anthony Gelonge parce qu'il vient en soutien. On voit qu'il vient, du coup, comme Aldrit recule, il vient un peu sur le côté, on va dire. Et en fait, il va prendre le ballon et il va partir, il va perdre ses appuis. Mais au moment où il part, de toute façon, il y a déjà une problématique, c'est que quand il part, il s'isole. Parce que Movaka est en train de déblayer sur Aldrit, que Bielbiaré et Ficou, qui pensent que le ballon va être conservé, sont en train de partir, que Danty est à l'arrêt. Donc il se retrouve seul, il va se retrouver seul au milieu de Vermeulen et de Malherbe, je pense. Ça va faire grattage, contre-attaque et essai. Voilà, c'est une petite décision comme ça, c'est rien. Ce moment où Gelonge choisit de partir, il aurait peut-être juste fallu sécuriser ce ballon-là. Il choisit de partir et ça fait basculer le début de match. Il y a 7-0 à ce moment-là, on passe à 7-7. Là, on est en deuxième mi-temps, on est à 15 contre 14 et c'est un autre moment important. Dupont, les Français avancent sur une séquence. Dupont a un ruck ici, là, dans le cercle rouge. Il va faire la passe à Movaka, qui est en premier attaquant d'une cellule formée avec Danty. Et on voit que Jalibert appelle derrière. Il y a effectivement de l'espace quand même à l'extérieur. Et on voit que les joueurs ici anticipent plutôt, les deux défenseurs sud-africains anticipent plutôt sur Movaka et Danty. Donc la passe vers l'arrière est plutôt intéressante. Finalement, il va faire sur Movaka et Movaka va prendre une montée, une pression folle de Krill, puisqu'il va prendre quasiment Krill et le ballon en même temps. Et Krill va faire un en avant sur le plaquage, je pense qu'il y a un en avant, mais qui ne sera pas vu par l'arbitre. Et c'est une occasion envolée.
Ici, il y a un surnombre potentiel avec en plus un des défenseurs ici du Toy qui trébuche et qui perd ses appuis. Il y a une grosse avancée française. Il trébuche, il est en train de perdre ses appuis. Il va finalement se relever, mais du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5 contre 3. Et là, on revient au fait qu'on n'a pas forcément des passeurs, notamment au centre du terrain, euh, exceptionnels, quoi. On a des très bons centres, mais pas forcément les maîtres de la manipulation. Et en fait, on va atterrir sur le coup. Alors, j'ai enlevé la capture parce que je ne voulais pas trop vous montrer, mais ben, les Sud-Africains vont compenser en permanence le sous-nombre. Et Colby va réussir à gratter le ballon sur l'aile, là, au panneau super try ici. Là, c'est la pression de la défense sud-africaine qui force Jalibert à faire une passe un peu en cloche, une passe qui va tomber par terre. Et là, c'est une des dernières actions du match. Les Français viennent d'avancer après une mêlée dans leurs 22 mètres. Ils ont gagné 70 mètres, je pense, très facilement. Le premier truc qu'il faut regarder, là, c'est la vitesse à laquelle on est sur le premier temps de jeu. Donc là, il y a un joueur français qui vient d'être plaqué. Regardez la ligne, je crois qu'il y a Elzebeth. Il y a la ligne qui est déjà complètement replacée. Ils sont en train de monter déjà, ce qui est quand même complètement dingue. Et on voit que côté français, c'est pas la même chose. La ligne d'attaque n'est pas parfaitement placée. Il y a Loki qui appelle un peu extérieur, mais il y a d'autres joueurs qui traînent derrière. Et Ramos va recevoir le ballon prend premier soutien Makalou, Woki à l'extérieur. Woki qui appelle éventuellement, effectivement, il y a un peu d'espace à la droite de Krill, du dernier défenseur sud-africain. Il va la donner à Woki. Woki va partir au défi, mais il va un peu aller à contre-courant de son. Enfin, il va faire un appui vers l'intérieur, alors que son soutien. C'est Makalou, là, non? Ouais. C'est Makalou, ouais. Pardon. Ouais. Son premier soutien, Taofi Fenua, il était dans le dos de Woki au départ et il a anticipé sur un soutien un peu vers la gauche, on va dire. Et au moment où Makalou revient un peu à l'intérieur, ben, du coup, Taofi Fenua est un peu pris à contre-pied. On voit là, il est obligé de faire un changement d'appui. Et il est seul soutien face à un plaqueur et Edzebet qui va gratter le ballon. Et ça va faire une mauvaise sortie de balle et le ballon récupéré par les Sud-Africains. Voilà, parmi les petites choses que ça on a déjà vu. Les petites choses dans les timings, les réglages, les déplacements, la qualité de passe, plein de petites choses où les Français auraient pu faire un peu mieux et c'est parfois ces petites choses-là qui font que tu marques ou tu marques pas, ou que l'action elle se poursuit et qu'elle se poursuit pas, ou que tu prends la pression ou que tu la prends pas. Il y a eu des passes tombées à un moment. J'ai le souvenir d'une passe tombée dans le dos de Jalibert qui va lui-même tenter une chistera dans le dos de Penaud. Alors, il y avait avantage sur le coup, mais il y a eu cette sensation qu'il n'y avait pas, quand on avait vu les Blacks ou les Irlandais la veille, c'est pas la même maîtrise du jeu offensif. On le savait, mais ça, sur le match d'hier, ça coûte un peu quand même. Après 57 minutes d'émission, messieurs, on va passer au troisième thème. Yannick, Alexandre. On va parler de l'Afrique du Sud. En plus, on n'a rien à dire, ils sont nuls. Ils ne sont pas présents sur le terrain, ils font rien. Yannick, ils n'ont pas étonné. L'Afrique du Sud, Yannick, il peut faire 1 heure. Hein, donc on est reparti. Ouais, je sais, c'est pour ça. Yannick, je te surveille. Encore plus qu'Alex. Et ces Sud-Africains, ils ont été fidèles à ce qu'ils savent faire, à ce qui est leur état d'esprit, non? Il n'y a pas eu beaucoup de surprises sur ce qu'ils ont fait, non? Ils ont un commando en mission avec chacun des tâches précises à effectuer. Voilà, de Colby qui est monté sur les transformations avec Reinach, à tous les autres qui étaient missionnés pour travailler sur la zone de ruck. Bon, ils ont été fidèles à ce qu'on attendait. Et, un moment qui nous a, évidemment, dont on a parlé avec vous deux, c'est ce moment aussi des 20 dernières minutes où ils choisissent d'engager une épreuve de force contre les Français et sur un bras cassé, sur un marque. J'avais jamais vu ça en 15 ans d'entraînement. N'importe quelle équipe aurait voulu se dégager loin et se donner de l'air par des jeux au pied. Non, à 20 mètres de leur ligne, ils ont choisi de prendre la mêlée. Et ils ont tous regardé en tribune. En tribune, on se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ouais, et les joueurs aussi, hein, les joueurs disent, les joueurs français, quand ils se replacent, ils se disent, mais qu'est-ce que. Il y a Olivon, il dit, mais il y a mêlée là. Vous voyez mon écran là ou pas? Oui. Ouais. Donc là, c'est la mêlée. C'est une mêlée à l'entrée devant la ligne qu'on voit ici, c'est les 22 mètres français. C'est une mêlée où les Français sont un peu en difficulté. On voit Antonio qui n'est pas en très bonne posture, mais les Français vont réussir à se dégager.
Et sur ce dégagement, Damien Villemc récupère le ballon, il est dans ses 22 mètres. Il fait marque, et là, il a ce truc de poser le ballon au sol. Moi, ça m'a fait penser un peu à un boxeur qui se met face à son adversaire, qui baisse sa garde et qui lui dit bah, viens maintenant. Il y a un côté viens me chercher, viens me défier. Il pose le ballon et donc à ce moment-là, il fait le signe qui demande mêlée. Il fait signe à l'arbitre. L'arbitre, moi je ne connaissais même pas cet aspect du règlement. Il pouvait demander mêlée sur un marque. Et sur la mêlée, là, ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils vont dominer les Français. Ils vont obtenir une pénalité. Je sais, pour avoir donc écouté les dialogues entre les arbitres et les joueurs, que les piliers français ont un peu râlé, notamment Baye, en disant ils ont poussé avant l'introduction. Mais en tout cas, peut-être qu'ils avaient d'ailleurs prévu ça. Et la question s'est posée de pourquoi les Sud-Africains avaient fait ça, parce qu'au-delà de l'aspect descriptif, il y a le pourquoi qui est intéressant. Rassi Erasmus a dit en conférence de presse, je vais retrouver le message, c'est Aurélien Bouisset qui m'a envoyé ça tout à l'heure. Il a expliqué, la question lui a été posée. Évidemment, il faut un peu de temps pour retrouver ce message. Yannick, je te l'ai envoyé, donc je vais pouvoir retrouver. Vas-y, lance une musique d'ambiance. Il a dit... Rassi a dit que Villemc avait demandé la mêlée sur son marque parce qu'il voulait fatiguer les avants français. Ils avaient remarqué que lors du dernier match contre les Bleus, donc celui de novembre, il y avait eu peu de mêlées, a priori une seule avec introduction Afrique du Sud. Il y avait eu peu de mêlées et que le jeu au pied des Français permet aux Bleus de reposer leurs avants au centre du terrain où ils s'économisent. Et donc là, en fait, Villemc, il se dit, enfin les Sudaf se disent, il y a une mêlée dans les 22 mètres français, ils tapent sur nous dans nos 22 mètres, mais au lieu de taper sur eux et d'installer un ping-pong, on va les faire venir jusqu'à nous pour qu'ils courent jusqu'à nous, pour qu'ils se déplacent. Je ne sais pas si c'est efficace, mais je trouve ça un peu dingue et ça dit beaucoup de la préparation. Je pense aussi qu'ils avaient une grande confiance en leurs avants sur les efforts longs. On voit qu'ils ont fait des ballons portés, ils ont engagé un combat d'avant vraiment féroce sur les 20 dernières minutes. Je pense aussi qu'ils avaient envie, ils avaient déjà récupéré une pénalité en mêlée dans le jeu. Honnêtement, depuis les tribunes, on ne nous sentait pas aussi serein qu'on a pu l'être en mêlée fermée sur d'autres matchs. Même le départ d'Aldrit, qui avait été très bon et que tu as souligné juste avant, il est quand même consécutif à une mêlée difficile où justement parce que les troisième lignes, les Sud-Africains sont hyper investis dans la poussée. Et là, je pense aussi qu'ils ont voulu dire aux Français, venez, même si on est à 20 mètres de notre ligne, ils ont voulu nous dire, à 20 mètres de notre ligne, on souhaite engager une épreuve de force contre vous. Parce que nous, dans notre plan, on a prévu de faire un effort maximal dans les 20 dernières minutes. Et je pense qu'ils avaient cerné, peut-être, qu'il y avait quelque chose à exploiter au niveau de la 60e, quand le coaching allait s'opérer. C'est que des supputations, mais je les ai sentis très confiants dans l'envie de nous fatiguer dans les 20 dernières minutes. Un autre truc que moi, j'avais jamais vu de la part de l'Afrique du Sud, c'est cette touche avec là, dans le carré, là, je vais enlever ce petit truc pour qu'on voit bien. Dans le carré jaune, c'est RNC, il récupère un ballon sur un dégagement français. Et on voit qu'il y a 3 joueurs en pression, 3 Français en pression, Biel Biarré, je pense que c'est Kroos ici, et là Danti. Il y a Pollard qui l'appelle, ils sont replacés pour jouer, et on va voir sur la capture suivante que RNC, si on arrive à la voir, RNC va reculer. Ça va durer 4, 5, 6 secondes. Il va reculer au fur et à mesure, toujours en menaçant de jouer la balle, il va reculer de 15 mètres. Et avec lui, toute la ligne Pollard, Leroux, toute la ligne va reculer là. Et ça va faire monter Biel Biarré, Kroos et Danti. Et pendant ce temps-là, l'alignement sud-africain commence à se placer ici, avec Bonambi, Snyman ici, Malherbe, et une ligne de 3/4 sud-africaine commence à se former, une 3/4 ou une ligne d'attaque, on va dire, avec Dutoit, avec Ade Allende ici. Et dans l'instant suivant, là, RNC va faire une longue passe le long de la ligne à Bonambi, et Bonambi
va prendre le ballon, en 2 secondes, il va lancer. C'est la On est touche dans dont je t'ai parlé tout à l'heure. voilà, c'est ça. En 2 secondes, il va lancer. Donc il y a pas d'alignement français, parce qu'ils ont pas eu le temps de se replacer. Il y a un alignement, sud-africain. Il y a des défenseurs, les 3 défenseurs que j'ai entourés de rouge, c'est les 3 qui étaient montés. Eux, ils sont encore en train de se replacer. Donc Biel Biarré, il est là, Kroos, il est là, Danti, il est là. Lui, RNC, il a fait son job, il part à l'opposé pour jouer dans la ligne d'attaque. Et, et, et le ballon va être gagné, alors pas très bien gagné par les Sud-Africains. Mais ils vont quand même réussir à attaquer sur l'extérieur. Et sur cette action-là, je crois que derrière, il y a une possession de 1 minute 10 qui finit dans les 22 mètres français. Mais je n'avais jamais vu ça, c'est-à-dire C'est de génial, ouais. volontairement piéger, obliger la défense à monter, préparer en même temps une touche à l'endroit voulu, la jouer vite. Yannick, je sais pas, toi, tu avais déjà vu un truc comme ça? Ouais, c'est vrai que tu as très bien isolé la volonté d'RNC de faire couvrir les Français dans le camp sud-africain pour après, avec une longue passe, mettre du rythme et désorganiser le premier temps défensif. Effectivement, j'avais jamais vu ça. J'avais vu la Nouvelle-Zélande à un moment jouer beaucoup sur la vitesse et la désorganisation des adversaires à l'époque de Kieran Reid où voilà, ils annonçaient un package de combinaisons via Kieran Reid, notamment sur touche pour aller très vite et profiter de ces 2 secondes de désorganisation. Et là, en live, j'ai eu la sensation qu'ils voulaient mettre énormément de rythme, mais pour être honnête, je n'avais pas vu, Alex, qu'ils avaient préparé la chose aussi méticuleusement. Bon, là, on ne comprenait pas, C'est on suivait génial. tout ça à RNC, on se disait, mais qu'est-ce qu'il fait, à quoi il joue? Puis, à partir du moment où il a fait cette longue passe qu'ils ont joué vite, je me suis dit, c'était prévu, donc c'est pour ça que je suis allé regarder. Et c'est ce que, par rapport à ce que tu disais, Yannick, je me dis, quand tu es adversaire, que tu as une équipe qui te fait qui transforme un marque en mêlée, puis qui te fait cette touche-là, ça doit te ronger un peu quand même. Bah, ça te mange le Tu dois te cerveau, dire, non? Ouais, bah ouais, tu ouais, dois te dire, qu'est-ce qu'ils vont nous préparer encore et quelle confiance ils ont en eux. Et ça, ouais. ça, ça doit Après, marquer psychologiquement un tout petit peu. c'est ce que je te dis. On a senti qu'ils avaient l'initiative. Ils avaient l'initiative des. C'est eux qui contrôlaient sur les 20 dernières minutes. On a l'impression qu'ils contrôlaient un peu le camion et que nous, on s'adaptait. Alors qu'à contrario, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire l'éloge des Sud-Africains parce qu'on les a totalement déboussolés dans les 20-30 premières minutes. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain, on les a bousculés sur leur confort, sur les molles, on a mis de la vitesse, on les a pris aussi tactiquement sur des jeux au pied bien étudiés. Donc, c'est pour ça que les regrets sont là, parce que, bon là, c'est facile, on étudie les Sud-Africains, on dit c'était génial ce qu'ils ont fait, ils avaient pensé à ça, ils avaient pensé à ça. Mais ils ont gagné d'un point avec plein de mm. litiges. Et on a aussi nos temps forts. Simplement, eux, ils ont terminé vraiment sur un temps fort, alors que nous, il nous a semblé qu'on manquait d'énergie. Alex, est-ce que tu veux rajouter un dernier truc? Tu as 2 minutes. Oui, parce que il y a tous les petits combats chers à Yannick. Il y en a eu un paquet sur le match d'hier. Tous ces moments où les Sud-Africains font un effort qui peut paraître un peu vain, voire suicidaire, et qui en fait transforme l'action adverse, annihile l'action adverse, ou au contraire leur donne des opportunités. Là, c'est une montée d'Etzebeth sur Dupont. Il va lui faire. Alors, Dupont va râler auprès de l'arbitre en disant que Mm, Etzebeth a touché le ballon. mm, C'est pas clair, mais en tout cas, Dupont va le dire ça et l'arbitre ne va pas suivre. Le ballon va aller au sol et Bay ne va pas le contrôler. Ça va faire non, un essai en contre ouais. derrière ça. Autre situation, là, c'est Colissi. Donc le ballon est déjà en train d'être ramassé par Dupont. Quasiment, on le voit, il est là, le ballon. Il est gagné pour les Français. Quasiment gagné. Et Colissi voit ça. Il vient de faire un énorme effort parce qu'il s'est replié. Il a fait un premier contre-ruck. Et là, il arrive dans l'axe de ce ruck-là. Il voit une opportunité, peut-être en se disant Olivon, il n'est peut-être pas assez bas pour. Il va faire Exactement. l'effort, le perturber. Olivon, du coup, va perdre un peu son équilibre. Il va tomber sur Dupont au moment où Dupont ramasse le ballon. Et Dupont, qui avait prévu de jouer avec la cellule, là, on voit que Jelonche, il est déjà en Mm, train de tenir Cyril Bay pour préparer un défi physique à 3 avec Movaka. Dupont, au moment où il va se retrouver ses appuis, il va changer d'option et il va faire une passe
en profondeur à Damien Penaud qui va faire en avant. Pareil, donc c'est une occasion en volée. Et ce matin, je racontais cette action à Renaud, je lui montrais, et il disait c'est l'effet papillon, quoi. Voilà, c'est un mec qui fait un effort, ça fait un peu tomber les dominos, et puis du coup, d'une situation confortable où on aurait pu partir à l'assaut, on se retrouve avec un ballon de merde et ça fait en avant Mhm. derrière. C'est c'est- Vas-y, c'est Yannick. ce qu'on avait dit aussi dernièrement, c'est cet étouffement organisé de l'adversaire, où ils sont tout le temps en train de te harceler. Ils ont mis quand même une grosse pression sur Antoine Dupont. Et Sia, qui est un joueur hyper élégant, sur l'essai de Cyril Bay en première mi-temps, Antoine Dupont Ouais. joue la pénalité à la main et dernier passeur. Sia assène un plaquage à Antoine Dupont qui est vraiment, vraiment dans la zone grise. Et moi, de tribune, je me suis dit, s'il repasse le plaquage, Sia risque Mm. quelque chose. Donc, ils Mm. ont vraiment mis une grosse pression autour des rucks. Bon, ça, c'est leur ADN. Ils ont misé sur ces petits combats, et y compris pour harceler Antoine Dupont aussi. Voilà, c'est une situation où on voit Dutoit qui se replace, ils sont à 14 contre 15, c'est un moment très important parce que c'est un moment où les Français ont beaucoup le ballon, ils sont dans les 30 mètres sud-africains et ils voient qu'ils ont des opportunités et à ce moment-là, ils serrent les rangs vraiment les Sud-Africains. Dutoit, il se replace en deuxième rideau. On voit que Jelonge va faire Jalibert va faire la passe à Jelonge. Peut-être qu'il y avait une option dans le dos en attaque verticale, comme on dit avec Ramos, qui aurait pu être gagnante sur l'extérieur. En tout cas, résultat au sol, Dutoit va faire l'effort, le ballon va mal sortir, arriver sur le pied d'Antoine Dupont et du coup, le ballon va repartir dans le camp sud-africain. C'est une occasion en volée. Et là, c'est un moment que je trouve clé dans le match. On est on va revenir après aux efforts sud-africains, mais je trouve que, je ne sais pas si tu revois cette action, Yannick, Ouais, une ouais. mêlée sud-africaine à l'entrée des 22 mètres. Je crois qu'il y a plus 6 à ce moment-là, donc pour les box. Et la montée française n'est pas très très bonne parce que la mêlée aussi a été un peu chahutée. Peut-être que Mathieu Jalibert se dit que ça va taper et il monte un peu en pointe. Danty ne le suit pas. Daliende fait la passe à Krill dans le carré là et là on voit qu'il y a un intervalle important entre les deux joueurs et Krill va prendre cet intervalle et il va avancer sur une trentaine de mètres et le ballon va atterrir dans les mains de Allende et de Allende va tout de suite retaper au pied en profondeur, loin dans le corps, puisqu'il n'y a plus de Français en couverture, à part Dupont qui est en train de se replacer un peu. Et c'est là où on revient aux petits efforts sud-africains, c'est que je pense que c'est Foury ici. Foury, vous voyez, il est pas. Il est derrière 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il est derrière au moins 10 joueurs français. À la pression, ce sera le premier joueur avec des Allende. Il n'y aura que Dupont qui réussira à récupérer le ballon, mais Dupont manquera de soutien et ça fera ballon récupéré pour les Sud-Africains. Et c'est de cette action-là que va venir l'essai du plus 1 pour les Sud-Africains. Et dernier truc, qui est pareil, c'est des petites actions décisives, ça ne paye pas de mine, mais à la fin, ça fait lourd. Reynac, là tout à l'heure, je vous parlais de cette action où Dupont choisit le petit côté et alerte Damien Penaud. Reynac, il est en train de contester dans le ruck. Le ballon sort, il est par terre. Hein. Le ballon va sortir, Dupont va jouer petit côté avec Penaud. Penaud va taper à suivre, il va y avoir un rebond qui va lober Colissi. Et ce ballon peut revenir dans les mains d'Anthony Jelonche. Et comme Reynac s'est relevé vite à sprinter en arrière, au lieu d'atterrir dans les mains d'Anthony Jelonche, ce qui aurait fait essai à 99,99%, il atterrit dans les mains de Reynac. Et c'est un ballon d'essai sauvé. Et à ce moment-là, je ne sais plus combien il y a au score, mais on peut passer, je pense, à plus 5 ou plus 7. Il doit y avoir 19-19 à ce moment-là. Donc voilà, cette somme de petits efforts. Les Français sont aussi capables de faire des choses comme ça, mais dans un match comme ça, avec cette intensité-là et ce côté serré de ce match-là, ces petits efforts-là, voilà, je pense que les joueurs français qui ont traîné un peu à se replacer pour aller au soutien de Dupont, ils peuvent le regretter en repensant au match, se dire mais si là à ce moment-là je fais le petit effort en plus pour sprinter, on peut être au soutien, et le ballon on le sécurise et on se dégage et ça fait pas au casse d'essai ni essai pour les Sud-Africains. Yannick, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, non,
Alex a été très complet. On avait beaucoup parlé de ces petits combats que les Sud-Africains mènent. Et j'ai lu une déclaration aussi de Cobus Reinhardt qui disait on a fait une très bonne semaine, on avait un plan parfait et on l'a exécuté comme il fallait. S'il y a Colissi qui dit la force de notre équipe, c'est qu'on on se bat tous les uns pour les autres tout le temps, même quand les causes sont perdues. Voilà, Chasser les causes perdues. Ils ont répété 5 ou 6 fois chasser les causes perdues. Qui, je pense, Ah, c'était un leitmotiv que Fabien Galtier avait piqué au ouais, Sudaf en début de mandat. Il utilisait on, beaucoup cette idée de chasser les causes perdues. on s'est beaucoup inspiré des Springboks dans la façon dont on a abordé les 4 ans, je trouve, et de très bonne manière. Et on avait dit même dans ce salon, c'est un peu la fille qui Affronter défie la la mer. mer. Voilà, et bon, et c'est pas passé loin. Voilà, c'est vraiment pas passé loin. Donc, on n'a pas. Ouais, mais la fille doit encore apprendre alors. C'est pas, voilà, mais le même match, les mêmes ingrédients à rejouer avec deux ou trois décisions différentes des joueurs et de l'arbitre. Peut-être voilà, les plus jeunes battent les plus vieux. Donc, c'est comme ça, c'est le match, c'était le destin, c'était écrit que c'était pas encore l'heure de ce 15 de France, mais on a vu aussi de très belles choses côté français. Donc, faut pas, voilà, faut garder les équilibres, pas basculer dans un excès. On n'est pas en train de bader ce qu'ont fait les Sud-Africains parce qu'on a été très proche de les battre. On les a fait douter, on les a poussés dans les derniers retranchements. Mais ils ont cet ADN que moi je trouve fantastique et que j'ai été découvrir chez eux. Cette simplicité, cette efficacité, ce combat permanent de toute l'équipe, un commando organisé. Et on a vu, et Alex a montré, comment les efforts de chacun additionnés, les efforts marginaux de chacun additionnés sur 80 minutes, ben à la fin, ça donne le petit pourcent qui fait penser, ou le petit gramme. Merci messieurs. C'est fini pour l'équipe de France. On se tient au courant parce que peut-être qu'on vous enverra à Bristol, les téléspectateurs, auditeurs, voir si on continue l'aventure pour ce salon tactique Bon, parce voilà. qu'il y a encore des choses à dire. On s'est dit, on n'en a pas encore parlé avec Yannick, mais on s'est dit qu'on en ferait peut-être pas en amont des demi ni de la finale, mais peut-être après. Alors, pour la question de la finale, on en parlera après Yannick, parce qu'il se trouve que Yannick joue le dimanche, le lendemain de la finale à 21h, donc il ne pourra pas être Yannick va sur le reprendre plateau sa du vraie salon activité. tactique. Il va reprendre vraiment le top 14. Ouais, c'est-à-dire que c'est ma deuxième vie, ma Hmm. troisième, ma deuxième. Il y a une vie après le salon tactique. Et j'ai ma deuxième vie qui va reprendre. Voilà, donc, c'est vrai, que je serai moins disponible. Mais je pense que vous aussi, vous avez besoin de souffler, hein. Ah bon? Tu ne trouves pas l'eau? Hmm. Non, 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 je te Hmm. trouve en pleine forme, mais je sais les heures de sommeil que tu as en dette. Bon allez, va te coucher Alexandre. Aujourd'hui. Ouais, Hmm. c'est clair. Merci les gars, merci, bye Bon, bye, bonne merci soirée, beaucoup. à très vite. Bye Au bye. revoir. Allez, ciao, ciao. Au revoir.